Jane Eyre, Charlotte Brontë, chapitre 29. Pendant les 3 jours qui suivirent, je perdis plus ou moins la notion des choses. Le temps n'avait plus de sens. Je restais étendue, sans bouger, comme rivée à mon lit, et si j'entendais les allées et venues, en revanche, je n'aurais pu parler. Anna venait souvent, et sa présence me troublait, car j'avais l'impression qu'elle était prévenue contre moi, et que je lui pesais. Diana et Marie entraient aussi, et chuchotaient à mon chevet. Je saisissais des bribes de leur conversation. Heureusement que nous l'avons recueillie. Oui, nous l'aurions trouvée morte sur le perron. Je me demande par quoi elle a bien pu passer. Elle semble avoir de l'éducation, et ses habits prouvent une certaine classe. Elle a un curieux visage, et bien qu'elle soit si maigre, et qu'il ait l'air hagard, il ne me déplaît pas. Je ne surpris jamais dans leurs paroles le moindre regret de l'hospitalité qu'elles me donnaient, ni un témoignage d'hostilité ou de méfiance, et je me rassérénais. Mr. St. John ne fit qu'une apparition. Il attribuait ma léthargie à une fatigue excessive et dit que la nature se chargerait, sans le secours d'un médecin, de me remettre sur pied. La maladie, assurait-il, n'avait rien à voir à cela. Il émettait ses opinions d'une voix basse et tranquille, en homme qui a l'habitude de mesurer ses mots. Le 4e jour, je me sentis mieux. Et après avoir déjeuné, j'eus le désir de me lever. Je trouvai mes vêtements remis en état, bien en ordre sur le dossier de ma chaise, et le nécessaire pour faire ma toilette sur la commode. Péniblement, je parvins à m'habiller, et je descendis en me cramponnant à la rampe. La cuisine sentait bon le pain frais. Il y faisait chaud. Anna me salua avec moins de réticence et alla même jusqu'à sourire. « Comment? Vous êtes debout? Asseyez-vous au coin du feu. » Je pris le fauteuil d'osier, tandis qu'elle me surveillait du coin de l'œil, et tout en retirant le pain du four, elle me demanda brusquement. « Est-ce que vous aviez déjà mendié avant de venir ici? » La colère n'était pas de mise. Ne lui étais-je pas apparue comme une mendiante? Je répondis tranquillement. Vous vous méprenez sur mon compte. Je ne suis pas plus une mendiante que vos jeunes maîtresses. Êtes-vous instruite? Demanda-t-elle encore. Oui. Vous n'avez quand même pas été en pension, je suppose. J'y ai passé 8 ans. Elle ouvrit de grands yeux. Comment se fait-il alors que vous ne puissiez pas subvenir à vos besoins? Je subvenais à mes besoins, et j'espère pouvoir continuer à le faire bientôt. Mais qu'allez-vous faire de ces groseilles? Des tartes. Donnez, je vais les préparer. Non, je ne veux pas que vous travailliez. Si, il faut bien que je m'occupe. Donnez. Oh! On voit bien à vos mains que vous n'avez pas fait du travail de servante. Peut-être étiez-vous couturière. Vous vous trompez, mais ne vous cassez pas la tête à mon sujet. Dites-moi plutôt comment s'appelle cette maison. Les uns l'appellent Marsh End, les autres Moor House. Et le maître de séance est Mr. St. John, n'est-ce pas? Non, il habite dans sa paroisse, à Morton. Il est pasteur? Oui. Je me souvins de la vieille femme qui m'avait répondu au presbytère. C'est donc la maison de son père? Oui, les Rivers habitent ici depuis des générations. Le nom de ce monsieur est Mr. St. John Rivers. Oui, St. John, c'est comme qui dirait son prénom. Leur père est-il mort? Oui, d'une attaque, il y a 3 semaines.
Et leur mère? Oh, la maîtresse est morte, il y a bien longtemps. Et depuis combien de temps êtes-vous dans la famille? Voilà 30 ans. Je les ai élevés tous les 3. Vous êtes une excellente femme, bien que vous m'ayez traitée de mendiante. Je pense que je me suis trompée. Mais il ne faut pas m'en vouloir. Il y a tant d'imposteurs. Et bien que vous m'ayez mise à la porte par une nuit à ne pas sortir un chien, continuai-je avec sévérité. Oui, bon, c'était un peu dur, mais je ne pensais pas à moi, mais aux petites. Il n'y a que moi pour les protéger. Il ne faut pas me juger trop mal. Ce n'est pas parce que vous m'avez refusé l'hospitalité que je pense du mal de vous, mais parce que vous semblez croire que la pauvreté est un crime. C'est indigne d'une chrétienne. C'est bien ce que me dit Mr. St. John. Je ne pense plus comme ça maintenant. Je trouve que vous avez l'air d'une petite dame bien convenable. Bon, je vous pardonne. Serrons-nous la main. Elle me tendit sa main enfarinée et un bon sourire illumina ses traits rudes. Depuis lors, nous fûmes amis. Et comme de toute évidence, elle aimait bavarder, elle me fit part de tout l'arbre généalogique des Rivers, m'apprit comment le père qui venait de mourir avait perdu tout son bien en plaçant sa confiance dans un homme qui avait fait faillite, et comment les 2 jeunes filles devaient donner des leçons pour vivre, comment elles ne venaient ici qu'occasionnellement, combien elles s'y plaisaient, et combien ces 3 enfants étaient unis. Lorsque je pus placer un mot, je demandai où était Mr. St. John et ses sœurs cet après-midi. Ils se promènent à Morton, mais ils vont revenir pour le thé. En effet, l'heure du thé les ramena tous les 3. Mr. St. John se borna à me saluer. Marie me dit son plaisir de me voir mieux, et Diana s'écria. « Ainsi, vous n'avez pas attendu ma permission pour descendre. Vous avez l'air si fatigué encore, vous êtes si pâle. » Sa voix m'enchantait, son ton d'autorité me plaisait. « Et que faites-vous là? Vous êtes notre hôte, votre place est au salon. » Elle m'y fit entrer, malgré mes dénégations. « Installez-vous, pendant que je vais préparer le thé. » J'y restai seule avec Mr. St. John, qui lisait. J'examinais la pièce et son occupant. C'était un salon modestement meublé. Une armoire vitrée recelait quelques livres et des porcelaines de Chine. Au mur, des portraits vieillis disaient une ancienne famille. Le tapis et les rideaux avaient été sauvegardés de l'usure par un soin attentif. Mr. St. John, lui, était aussi impassible que les tableaux noircis, et comme il lisait sans lever les yeux, je pus m'attarder à loisir sur sa physionomie. Il était beau, aussi pur de traits qu'une médaille grecque, et paraissait approcher de la 30aine. Quelque chose d'inquiet, d'ardent, et même une certaine dureté marquait son visage parfait. Il ne m'adressa ni un mot, ni un regard, jusqu'au retour de ses sœurs. Diana apportait le thé. « Vous devez avoir faim, dit-elle. » J'avais faim, en effet, et me jetai à belles dents sur le goûter. Quel appétit! C'est une bonne chose qu'une légère fièvre vous ait contrainte à la diète ces 3 derniers jours. Il eût été dangereux de vous laisser manger à votre faim jusqu'à maintenant. Vous pouvez vous nourrir à présent, mais modérément. Il me vint une réponse maladroite et grossière. Je souhaite ne pas manger trop longtemps votre pain, monsieur. Non, dit-il froidement.
Dès que vous nous aurez donné l'adresse de votre famille, nous leur écrirons et vous leur serez rendus. Je dois vous dire en toute franchise que cela m'est impossible, car je n'ai ni famille, ni amis. » Ils me regardèrent tous trois avec curiosité, mais sans arrière-pensée, tout au moins en ce qui concerne les jeunes filles, car les yeux clairs de Saint John étaient insondables, plus propres à scruter l'âme d'autrui qu'à livrer la sienne. « Voulez-vous dire que vous êtes absolument seul au monde ? » ?»« Oui. Je n'ai ma place dans aucune demeure d'Angleterre. » »« Singulière situation à votre âge. » Son regard s'attarda à mes mains. J'en compris la raison lorsqu'il me demanda. « Et vous n'avez jamais été mariée ? Vous êtes une vieille fille ? » Diane éclata de rire. « Une vieille fille, Saint John. Elle a tout au plus 17 ans. J'ai bientôt 19 ans, mais je ne suis pas mariée, non. » Je sentis mes joues s'empourprer. L'émotion m'envahir au flux d'amers souvenirs. Diana et Marie, conscientes de mon embarras et de mon malaise, se détournèrent. Mais leur frère, sévère et froid, continuait à me fixer, ce qui me troubla au point de m'amener les larmes aux yeux. « Où habitiez-vous juste avant de venir ici ?» Marie lui chuchota. « Vous êtes indiscret, Saint John. » Mais son regard aigu demandait une réponse. « C'est mon secret, » répondis-je brièvement. « À mon avis, vous y avez droit, » remarqua Diana. « Cependant, si je ne sais rien de vous, je ne puis vous aider, dit-il. Et vous avez besoin d'aide, n'est-ce pas ? J'en ai besoin et j'en cherche, monsieur. Il me suffirait d'un travail susceptible de m'assurer le strict nécessaire. Je suis tout disposé à vous aider, mais dites-moi ce que vous avez eu l'habitude de faire, ce que vous savez faire. Mr. Rivers, dis-je en le regardant comme il me regardait, ouvertement et sans timidité. Vos sœurs et vous-même m'avez rendu le plus grand service qu'on puisse rendre à un être humain. Vous m'avez sauvé d'une mort certaine par votre noble hospitalité. Je vous en ai la plus profonde reconnaissance. Vous avez aussi mon entière confiance, et je vous dirai tout ce qu'il m'est possible de dire sans attenter à la paix de mon âme et à celle des autres. Je suis orpheline, fille d'un pasteur. Je n'ai pas connu mes parents, et, vouée à la dépendance, j'ai été élevée dans une institution charitable à Lowood, dont vous avez peut-être entendu parler. En effet, j'ai même connu Mr. Brocklehurst. J'ai vécu là-bas 6 ans en tant qu'élève, 2 comme institutrice. Puis, depuis une année, j'étais gouvernante dans une famille. J'avais une bonne situation, j'étais heureuse. Des circonstances dont je ne puis vous faire part. Je n'en ai pas le droit et elles vous paraîtraient incroyables. M'ont contrainte à quitter cette maison quelques jours avant que je n'arrive à votre porte. Je n'ai rien à me reprocher, je vous le promets. Mais je suis malheureuse, et le serai longtemps. Car la catastrophe qui m'a chassée d'une demeure où j'avais cru trouver le paradis est aussi insolite qu'affreuse. Aussi n'ai-je pensé, lors de mon départ, qu'au secret, à la rapidité. C'est pourquoi je me trouve dans un dénuement total. J'ai erré 4 jours, sans abri et sans nourriture. C'est alors que vous m'avez prise en charge avec une bonté spontanée. Je sais ce que je vous dois, ainsi qu'à vos sœurs.
Ne la faites pas parler davantage, Saint John, intervint Diana lorsque je me tus. Elle est encore bien faible. Venez sur le canapé, Miss Elliot. Je sursautai, car j'avais oublié mon nouveau nom. Mr. Rivers, à qui rien n'échappait, semble-t-il, le remarqua. « Vous avez dit que votre nom est Jane Elliot. » En effet, c'est le nom sous lequel je juge utile pour le moment de me cacher, mais je n'ai pas l'habitude de l'entendre. « Votre vrai nom, vous ne voulez pas nous le dire ?»« Non, car je crains par-dessus tout d'être découverte. »« Laissez-la tranquille, Saint John !» Imperturbable, Saint John continua. « Ce que vous aimeriez, n'est-ce pas, c'est vous libérer au plus vite de notre hospitalité, d'être indépendante. Je désire travailler, je vous l'ai dit, mais je serais heureuse que vous me gardiez parmi vous tant que je n'ai pas trouvé d'occupation. »« Bien sûr que nous vous garderons !» s'écria Diana. « Bien sûr !» renchérit Marie avec sa sincérité réservée. « Vous voyez que mes sœurs se réjouissent de vous voir rester auprès d'elles. Quant à moi, je pense qu'il vaut mieux vous rendre libre. Mais je suis le pasteur d'une paroisse pauvre, et je ne vous trouverai sans doute qu'un travail modeste. Je suis disposée à faire n'importe quoi. C'est bien. Alors je vous aiderai à ma manière et en temps voulu. » Cela dit, il se replongea dans sa lecture et je me retirai. Chapitre 30. Plus j'apprenais à connaître les habitants de Moor House, plus je les aimais. J'étais remise et je pouvais participer aux occupations de Diana et de Marie, les aider quand elles me le permettaient, leur parler longuement, et je connus le bonheur d'une communion parfaite de goût et de sentiments. J'aimais les livres qu'elles aimaient, ce qui faisait leur joie faisait aussi la mienne. Elles chérissaient leur maison solitaire et j'en découvris tout le charme. J'appris à connaître le jardin austère, où seules résistaient les espèces robustes, hérissées de houx et d'ifs noirs. Elles étaient attachées aux landes violettes, aux sentiers caillouteux à travers les fougères, au moutonnement de bruyères coupées ici et là de prés verts. Je pris goût à cette région mélancolique, à ces vents violents comme à ces brises douces, à ces aubes comme à ces crépuscules, à ces clairs de lune comme à ces ciels nuageux. Si nous partagions l'amour pour cette nature sauvage, la maison nous retrouvait unis dans une entente parfaite. Elles étaient plus cultivées que moi, et je prenais plaisir à m'instruire à leur contact. Diane était sans contestation possible le sommet du triangle qu'à nous trois nous formions. Elle était belle, elle avait une exubérance animale, une vitalité extraordinaire. Son trop plein de vie l'inclinait à apprendre aux autres ce qu'elle savait, et elle me donna des leçons d'allemand. De mon côté, j'enseignais le dessin à Marie, car sur ce seul point, j'étais plus douée qu'elle. Nos trois natures se complétaient si heureusement qu'une tendresse très profonde eut au fait de nous unir, qui faisait fuir les jours comme des heures. Mr. St. John ne partageait pas l'intimité qui était si spontanément née entre ses sœurs et moi. Il est vrai qu'il était rarement à la maison, consacrant presque tout son temps à ses paroissiens, qui, dans ces lieux désertiques, se trouvaient très disséminés. Quel que fût le temps, il partait accomplir sa mission, dont je n'aurais su dire si elle était de devoir ou d'amour, et parfois, lorsque le mauvais temps sévissait, ses sœurs protestaient. Il leur répondait alors avec un sourire plus solennel que joyeux. Si le vent ou la pluie peuvent me retenir dans ces tâches toutes simples, comment parviendrai-je au but que je me propose?
Ses sœurs s'assombrissaient à cette remarque et soupiraient. Mais sa nature même créait une barrière entre les autres et lui. Il était réservé, absent, ombrageux, zélé dans son ministère, inattaquable dans sa vie. Il ne paraissait pourtant jouir d'aucune sérénité. Il était si peu communicatif qu'il me fallut du temps pour apprécier son intelligence. Je n'en pus juger pour la première fois que lorsque je l'entendis prêcher dans son église de Morton. Je ne saurais exprimer l'impression que me fit son sermon, sinon qu'il m'accabla de tristesse, tant il recélait d'amertume, tant il était dépourvu de consolante douceur, tant les doctrines calvinistes y prenaient le relief de la férocité. J'en conclus que St. John's Rivers, malgré son austérité, était troublé de désirs insatisfaits, d'inquiétantes aspirations, et que, pas plus que moi, il n'avait accès à la véritable paix de Dieu. Pas plus que moi qui me débattais dans des regrets déchirants. Mais les jours et les semaines avaient passé rapidement. Un mois s'était écoulé. Diana et Marie allaient quitter Moor House pour retourner à leur situation de gouvernante dans des familles riches où leur qualité de cœur et d'intelligence devait être méconnue. Et Mr. St. John ne m'avait encore rien dit d'un emploi éventuel qu'il m'aurait trouvé. Un matin, le trouvant seul au salon, je m'aventurai à aborder sa réserve glaciale pour le questionner. Levant les yeux comme je m'approchais, il m'épargna de parler la première. « Avez-vous quelque chose à me demander ?»« Oui, j'aimerais savoir si vous avez pour moi quelques nouvelles au sujet d'un travail que je pourrais entreprendre. » Comme mes sœurs et vous paraissiez avoir le plus grand plaisir à être ensemble, j'ai tardé jusqu'au moment où leur départ rendrait le vôtre nécessaire. Elles partent dans 3 jours, n'est-ce pas? Oui, mais l'emploi que je puis vous offrir ne dépend que de moi-même et de vous. L'impatience dut se lire sur mon visage, car il poursuivit. Ne soyez pas pressés de savoir. Laissez-moi vous dire franchement que je n'ai rien de très avantageux à vous offrir. Ce sera l'aide de l'aveugle au paralytique. Je suis pauvre. Le seul patrimoine qui me restera, les dettes de mon père payées, sera cette ferme croulante parmi les ifs et les ou. Je suis obscur. Rivers est un ancien nom, mais 2 des 3 descendants gagnent le pain du salarié, et le 3e se considère étranger sur sa terre natale, non seulement dans cette vie, mais encore dans l'autre. Il n'attend que le jour où tous les liens charnels dénoués, la voix lui dira « Suis-moi ». Dès lors, pauvre et obscur, je ne puis vous offrir qu'un secours pauvre et obscur. Mais je crois que vous l'accepterez temporairement, sans pouvoir vous en contenter de façon permanente. Pas plus que je ne me résignerai à conserver très longtemps la charge étroite et restrictive de pasteur de village. Car il y a en vous des aspirations différentes des miennes, mais tout aussi préjudiciables au repos. Comme il se taisait, je l'engageai à poursuivre. Je ne resterai plus longtemps à Morton, à présent que je suis mon propre maître. Je le quitterai sans doute dans le courant de l'année. Mais tant que j'y serai, je ne négligerai rien pour améliorer le sort de mes paroissiens. Quand je suis arrivé, il y a 2 ans, Morton n'avait pas d'école. Maintenant, nous avons une classe pour les garçons. Je désire en ouvrir une pour les filles. À cet effet, j'ai loué un local, contigu à une maisonnette de 2 pièces pour l'institutrice. Elle aura un salaire de 30 livres par an, sa maison est meublée, quoique simplement, grâce à la générosité de Miss Oliver, la fille du seul homme riche de ma paroisse, propriétaire d'une fabrique d'aiguilles et d'une fonderie.
Cette demoiselle paye aussi l'entretien d'une orpheline de l'hospice qui doit seconder l'institutrice dans les travaux ménagers auxquels ses occupations l'empêchent de veiller elle-même. Voulez-vous être cette institutrice ? Il avait posé la question avec brusquerie, comme s'il se fût attendu à un refus. « Je vous remercie, Mr. Rivers. J'accepte de tout cœur. »« Comprenez-moi bien, dit-il, c'est une école de village. Vos élèves seront des enfants pauvres, filles de paysans, de fermiers, tout au plus. Tricoter, coudre, lire, écrire, compter, c'est tout ce que vous aurez à leur apprendre. Que ferez-vous de vos connaissances, de vos goûts ? Cela ne saurait les altérer. Ils seront là le jour où j'en aurai besoin. Ainsi, vous savez au-devant de quoi vous allez ? Certainement. Il eut un sourire reconnaissant. Quand voulez-vous entrer en fonction ? Je pourrais dès demain aller voir la maison et nous pourrions ouvrir cette classe la semaine prochaine, je pense. Très bien. Il se leva et arpenta la pièce, puis il s'arrêta et me regarda en hochant la tête. Que désapprouverez-vous, Mr. Rivers ? Vous ne resterez pas longtemps à Morton. Non, non. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait croire cela ? Cette vie monotone vous oppressera. Je ne suis pas ambitieuse. Ce mot d'ambition le fit sursauter. Pourquoi parlez-vous d'ambition ? Je sais bien que je suis ambitieux, mais comment l'avez-vous découvert ? Je parlais de moi seule. Eh bien, si vous n'êtes pas ambitieuse, vous êtes... Quoi donc ? J'allais dire passionnée, mais peut-être le prendrez-vous en mauvaise part. Je veux dire par là que les sympathies humaines ont tout pouvoir sur vous, et je ne puis croire que vous supportiez cette solitude, que vous puissiez vous astreindre à une tâche fastidieuse pendant longtemps. Pas plus que je ne suis fait pour vivre enterré dans des marais, enfermé entre des montagnes, sans pouvoir donner un libre essor à mes facultés. Je me contredis, n'est-ce pas ? Vous m'avez entendu prêcher l'acceptation d'une humble destinée au service de Dieu, et moi, qui suis son ministre, je déborde d'inquiétude. D'une façon ou d'une autre, il faut concilier les penchants et les principes. Il quitta la pièce. J'en avais appris davantage sur lui au cours de ce bref entretien que pendant tout le mois qui avait précédé. Mais il restait encore pour moi une énigme. Diana et Marie, à mesure que le départ approchait, se faisaient tristes et silencieuses. Elles tentaient de faire bon visage, mais n'arrivaient pas à dissimuler leur chagrin. Ce départ était différent des autres. En ce qui concernait Saint John, c'était une séparation pour bien des années, pour la vie peut-être. Diana me confia sa peine. Il sacrifiera tout au projet qu'il a formé de longue date, ses affections familiales et des sentiments plus puissants encore. Saint John a l'air calme, Jane, mais une fièvre le mine. On le croirait doux, et il est inexorable comme la mort. Le plus pénible est que ma conscience ne m'autorise pas à le dissuader de ses austères décisions. Elles sont droites et nobles, dignes d'un chrétien, mais elles me brisent le cœur. Les larmes montaient à ses beaux yeux, et Marie baissa la tête sur son ouvrage. Nous n'avons plus de père, nous n'aurons bientôt plus ni frère, ni foyer. Comme pour alourdir encore ce climat sombre, Saint John entra, une lettre à la main. « Notre oncle John est mort, dit-il. » Les deux sœurs parurent plus surprises que désolées. « Mort ?» répéta Diana. « Et alors ?»« Alors, rien. Lisez. » Diana, après avoir parcouru la lettre, la tendit à sa sœur. « Nous vivrons quand même, dit-elle. Nous n'en serons pas plus pauvres, ajouta Marie. Non, mais ce qui aurait pu être rend la réalité plus pénible,
dit Saint John. Il posa la lettre dans son bureau et s'en fut. Diana se tourna vers moi. « Jane, vous devez vous demander ce que signifient nos mystères et nous prendre pour des êtres sans cœur à nous voir si peu émus de la mort d'un parent. Mais cet oncle, c'était un frère de notre mère. Nous ne l'avons pas connu. Mon père s'était brouillé avec lui il y a fort longtemps et ils ne s'étaient jamais réconciliés. Il n'avait de proches parents que nous et une autre personne. Aussi, mon père espérait-il que nous serions malgré tout ses héritiers. Or, cette lettre nous apprend que son autre nièce est son unique héritière. Il était libre, bien sûr, mais Marie et moi, nous nous serions estimés riches avec 1000 livres. Et avec la même somme, Saint John aurait fait beaucoup de bien. Aussi, c'est une déception passagère, comprenez-vous? Personne, après cette explication, n'aborda plus le sujet. Le jour suivant, je m'installai à Morton. Le surlendemain, Diana et Marie partaient. Mr. Rivers et Anna retournaient au presbytère, et la vieille maison solitaire retourna au silence. Chapitre 31. Ma maison, puisque j'avais enfin une maison, est un cottage minuscule. Une cuisine blanchie à la chaux abrite 4 chaises peintes et une table, une horloge et un buffet. La chambre n'a qu'un lit et une commode bien trop grande encore pour ma garde-robe. Quoique la générosité et l'affection de mes amis m'eussent pourvu du nécessaire. C'est le soir. J'ai renvoyé l'enfant orpheline qui me tient lieu de servante et je suis seule, assise près du feu. J'ai ouvert l'école ce matin avec 20 élèves. 3 seulement savent lire. Aucune ne sait écrire ou compter. Leur accent du terroir est si prononcé que nous avons de la peine à nous comprendre. Les unes sont frustres et aussi intraitables qu'ignards. Les autres sont dociles et manifestent le désir d'apprendre. Mais les enveloppes rugueuses de ces petites paysannes contiennent aussi bien les germes de finesse et d'intelligence que celles, plus délicates, d'enfants mieux nés, et c'est à moi qu'il appartient de les faire fleurir. Je suis sûre de trouver à cette tâche un bonheur qui m'aidera à vivre au jour le jour. À vrai dire, ce premier contact m'a été pénible. J'étais à ma grande honte rebutée par tant de grossièreté, et j'avais l'impression de m'avilir. Mais je fais confiance à l'avenir. Dans quelques semaines, ces enfants seront plus soumises. Dans quelques mois, leurs progrès seront ma récompense. Et que valait-il mieux? Être ici, au cœur vanté d'une montagne anglaise, mais honnête et libre, ou être une esclave, sous un ciel ensoleillé? Aurais-je dû céder à la passion et devenir la maîtresse de Mr. Rochester? Il m'aimait. Personne ne m'aimerait plus ainsi. Aux yeux de qui d'autre pourrais-je avoir les charmes qu'il m'avait trouvés? J'avais eu raison d'écarter de folles impulsions pour choisir la voie difficile. Hanté par ces pensées, j'allais jusqu'à ma porte. Le soleil se couchait dans les moissons. Les oiseaux pépiaient encore. Je me croyais heureuse, et pourtant les larmes ruisselaient sur mes joues. Ainsi, un funeste destin m'avait condamnée à ne plus le revoir. Et qui sait à quelle extrémité le pousserait, lui, son chagrin? Je me détournais de la splendeur du ciel vespéral et du vallon solitaire de Morton, et j'appuyais mon front à la porte. Un léger bruit me fit lever la tête. Saint John était devant moi, les sourcils sévères, froncés au-dessus d'un regard mécontent. Je le priai d'entrer. « Merci, je suis pressé. Je vous apporte simplement un petit paquet que mes sœurs m'ont prié de vous remettre. Ce sont des couleurs et du papier. »
Je m'approchai, cependant qu'il me regardait gravement. On devait voir sur mon visage la trace des larmes. « Avez-vous trouvé votre première journée plus dure que vous ne le pensiez ?»« Non. Je crois au contraire qu'avec le temps, je m'entendrai très bien avec mes élèves. »« Mais peut-être êtes-vous déçu par votre logement. Il est modeste. »« Pas du tout. Je ne suis pas assez sotte pour déplorer une absence de tapis. Je n'ai aucun besoin de luxe. Et je m'estime très heureuse d'avoir un toit et un travail, alors que j'en serais réduite à mendier sans votre bonté. Alors la solitude vous oppresse. Cette petite maison est vide et sombre. Je n'ai pas encore eu le temps d'éprouver la solitude. J'espère que votre optimisme est sincère et que votre bon sens vous gardera du sort de la femme de Lot. J'ignore ce que vous avez abandonné en venant ici, mais je vous engage à ne pas regarder en arrière. Allez de l'avant, avec courage. C'est bien mon intention, répondis-je. Saint John ajouta. Il est difficile de lutter contre ses inclinations, d'échapper aux lois de sa nature, mais je sais par expérience que ce n'est pas impossible. Nous avons, dans une certaine mesure, le pouvoir d'orienter notre destinée. Et lorsque viennent à nous manquer les nourritures interdites que nous souhaitions goûter, mieux vaut en chercher d'autres que de se laisser mourir de faim. Mieux vaut prendre un chemin raboteux que le regret de la route facile que le sort nous a barré. Il y a une année, j'étais aussi très malheureux. Je croyais m'être trompé sur ma vocation. J'aspirais à une vie plus active. Je déplorais de ne pas avoir embrassé une carrière littéraire, militaire ou politique, qui m'eût valu la puissance et la gloire. Je méditais. Il me fallait changer de vie ou périr. Ma soif de force et d'adresse, de courage et d'éloquence, je pouvais la mettre au service de Dieu. Il me montrait ma voie. Et je décidai d'être missionnaire. Mon père s'opposait à ma détermination, mais sa mort lève le seul obstacle qui m'empêchait de quitter l'Europe pour l'Orient. Il avait dit cela d'une voix contenue et pourtant fervente. Lorsqu'il se tut, ce n'est pas moi qu'il regarda, mais le ciel rose du couchant. Absorbés par nos pensées, nous n'entendîmes pas sur le gazon du chemin un pas léger qui s'approchait, et nous sursautâmes quand une voix claire et joyeuse s'écria. « Bonsoir, Mr. Rivers. Votre chien est plus prompt que vous à reconnaître ses amis. Je n'étais pas au bas du pré, que déjà il me faisait fête. Et vous persistez encore à me tourner le dos. » C'était vrai. Bien que le son de cette voix l'eût visiblement ému, il n'avait pas bougé et se retourna avec une lenteur voulue. C'était pourtant une exquise apparition, une jeune fille à la fois mince et charnue, au teint éclatant, aux larges yeux sombres, à qui la nature avait donné tout ce qu'elle peut accorder de grâce et de beauté. Que pensait Saint John de cet ange terrestre ? En me posant cette question, je le regardais à la dérobée. Mais après l'avoir effleuré de son regard, il le fixa obstinément sur une touffe de pâquerettes. « Quelle belle soirée, n'est-ce pas ? Mais il est bien tard pour sortir seul, » lui dit-il en écrasant du talon les blanches corolles. « Mon père m'a dit que vous veniez d'ouvrir l'école, et je suis vite venu voir la nouvelle institutrice. Est-ce bien elle ? » ?»« Oui. »« Croyez-vous que vous aimerez Morton ?» dit-elle en s'adressant à moi avec la simplicité naïve et charmante d'une enfant. « Je l'espère. J'ai beaucoup de raisons pour m'y plaire. »« Aimez-vous votre petite maison ? » ?»« Beaucoup. »« L'ai-je assez bien meublée ? » ?»« Très bien, je vous remercie. »« Et vous ai choisi une bonne aide dans la personne de la petite Alice Wood. »
Très bonne, elle est vive et adroite. Je viendrai parfois vous aider dans vos leçons, dit-elle. Ce sera un changement pour moi, et j'aime la nouveauté. Vous savez, Mr. Rivers, je me suis bien amusée en ville. Cette nuit, j'ai dansé jusqu'à 2 heures. Un régiment y est cantonné depuis les émeutes, et les officiers sont les hommes les plus agréables du monde. Ils éclipsent tous nos rémouleurs de la région. Et elle riait d'un rire jeune, cependant que Saint John posait sur elle ses yeux inquisiteurs et sévères. Tandis qu'il la considérait ainsi, ténébreux et muet, elle se pencha sur le chien pour le caresser. Brave Carlo, il m'aime, lui. Il n'est pas distant et froid avec ses amis. S'il pouvait parler, il me dirait quelque chose. Saint John rougit. Son regard s'adoucit de tendresse et son visage soudain illuminé était aussi beau que celui de la jeune fille. Un soupir gonfla sa poitrine comme si elle allait éclater à l'appel de la liberté. Il le réprima, comme un cavalier maîtrise son coursier, et s'étant ressaisi, il ne répondit ni par un mot, ni par un geste aux avances caressantes qui lui étaient faites. « Mon père se plaint de ce que vous ne venez plus nous voir, savez-vous? Il est seul ce soir, et fatigué. Voulez-vous venir avec moi et lui faire visite? C'est une heure indue pour aller voir Mr. Oliver, dit-il. Au contraire, c'est l'heure où il a le plus besoin de compagnie. Le travail est terminé, rien ne l'occupe. Venez, je vous en prie. Ah, pourquoi êtes-vous si timide et si sombre? Mais ce fut elle qui fournit la réponse. Mais j'oublie, pardonnez-moi. Diana et Marie sont partis. Mourahouse est fermé, et vous êtes bien seul. À plus forte raison, venez. Pas ce soir, Miss Rosamond. Pas ce soir. Mr. St. John parlait d'une voix blanche. Lui seul savait ce que lui coûtait son refus. Eh bien, puisque vous êtes si obstiné, je m'en vais. Il se fait tard. Elle lui tendit la main, il la serra à peine. Bonsoir, dit-il d'une voix basse, lointaine et brisée comme un écho. Elle se détourna, puis se ravisa et revint vers lui. Vous n'êtes pas malade, au moins? Cette question se justifiait. Il était aussi blanc que la robe de la jeune fille. Merci, je vais très bien. Il s'inclina et ils partirent chacun de leur côté. Elle d'un pas aérien, lui d'un pas ferme. Elle se retourna 2 fois. Lui ne se retourna pas. Ce spectacle de la souffrance et du sacrifice d'un autre m'éloigna de méditer sur ma propre peine. Je compris que, lorsque Diana avait dit de son frère qu'il était inexorable, comme la mort, elle n'avait pas menti. Chapitre 32. Je m'occupais de ma classe aussi activement que je le pouvais. Les débuts furent difficiles, mais petit à petit, la compréhension naissait entre mes élèves et moi. Elles prirent bientôt plaisir à faire leur travail le mieux possible, à prendre soin de leur personne, à acquérir des manières douces. Elles se montrèrent obligeantes et aimables. Plusieurs familles me reçurent avec beaucoup de gentillesse et me comblèrent d'attention. On commençait à m'aimer dans le voisinage, à me le prouver par l'amitié du sourire. La reconnaissance que j'en éprouvais tempérait la cruauté des rêves qui m'assaillaient la nuit. Encore et toujours, Mr. Rochester m'y prenait dans ses bras. Nous nous aimions, nous étions heureux. Chaque fois, je m'éveillais pour réaliser que c'était une illusion qui ranimait mon désespoir et ma passion. Mais le matin me trouvait ponctuel à la tâche quotidienne. Rosamond Oliver
tint sa promesse de venir me voir. Elle arrivait à cheval et c'était bien la plus ravissante amazone qu'on pût rêver. Elle venait en général aux heures où Mr. River donnait la leçon de catéchisme. Il me semblait que je sentais le regard de la jeune fille transpercer le cœur du pasteur, car un instinct paraissait l'avertir de sa présence, bien qu'il n'eût pas levé les yeux. Son visage perdait son immobile beauté, ses joues se coloraient, et sa ferveur refoulée, maîtrisée, trahissait ses sentiments mieux que le plus éloquent des regards. Elle savait son pouvoir sur lui. Il n'arrivait pas d'ailleurs à dissimuler son émoi, et ses yeux tristes et résolus disaient « Je vous aime, et je sais que vous m'aimez aussi, mais mon cœur ne m'appartient pas. Il est déjà sur le bûcher du sacrifice, et ne tardera pas à être consumé. » Alors elle avait la moue d'une enfant punie, sa vivacité s'embrumait, elle restait pensive, et lui retirait brusquement sa main en se détournant de lui. Saint John eût sans doute donné le monde pour la suivre, la rappeler lorsqu'elle le quittait ainsi, mais il n'eût pas cédé la moindre parcelle du paradis qu'il désirait conquérir. Elle vint aussi fréquemment me voir dans ma maison, et j'appris à la connaître tout à fait, car elle était spontanée et sans mystère. Elle était coquette, mais non dépourvue de cœur, exigeante, mais non égoïste, généreuse et nullement prétentieuse, sincère, gaie et d'intelligence moyenne, un peu étourdie. Bref, elle était charmante, mais sans plus. Un soir, qu'elle furetait dans ma cuisine, avec sa pétulance puérile et sa curiosité irréfléchie, elle découvrit mon carton à dessin et me demanda si je consentirais à faire son portrait pour le montrer à son père. J'acceptai avec plaisir, ravie d'avoir un modèle aussi enchanteur. Elle dut faire un récit enthousiaste de nos séances à son père, car il l'accompagna un soir et m'invita à Val Hall. J'y allai. Mr. Oliver me parla de Mr. Rivers et de sa famille avec beaucoup de respect. Il trouvait navrant qu'un jeune homme aussi distingué eût décidé de devenir missionnaire. Il était évident, à l'entendre, qu'il n'eût mis aucun obstacle au mariage de Rosamond avec Saint John. Nous étions le 5 novembre et c'était un après-midi de congé. Ma petite servante était partie après m'avoir aidé à nettoyer la maison. Tout y reluisait. J'avais moi-même mis une robe fraîche et m'apprêtais à profiter de ma liberté. Je reprenais le portrait de Rosamond lorsque, après un coup bref, ma porte s'ouvrit pour laisser passer St. John's Rivers. « Je suis venu voir comment vous passez vos loisirs, » dit-il. « Pas à rêver, j'espère. »« Non, tant mieux. Pendant que vous dessinez, vous ne vous sentez pas seul. Vous voyez, je me méfie encore de vous, quoique vous ayez admirablement tenu le coup jusqu'à présent. Et je vous apporte un livre pour votre soirée. » C'était un recueil de poèmes, et tandis que je le feuilletais, je le vis s'arrêter devant le portrait, sursauter et redresser brusquement sa haute taille. Mon regard croisa le sien qui fuyait, et je devinai ses pensées. Je me dis: il est trop dur pour lui-même, à toujours brimer ses sentiments, à ne s'abandonner jamais. Il faut que je l'amène à parler de Rosamond. Cela soulagera un peu son cœur. Je commençai par l'inviter à s'asseoir. Comme de coutume, il répondit qu'il n'avait pas le temps, et je poursuivis en moi-même. « Eh bien, restez debout, mais je ne vous laisserai pas partir ainsi, car la solitude vous est pour le moins aussi cruelle qu'à moi. Je vais chercher le ressort secret de votre confiance et la faille de votre cœur où verser quelque sympathie. »« Ce portrait est-il ressemblant ?» demandai-je à brûle-pourpoint. « Ressemblant ? Je ne l'ai pas bien vu. »« Vous l'avez très bien vu, au contraire.
Il fut surpris de mon attaque, désarçonné par ma franchise. Je lui tendis le portrait. C'est très bien exécuté, d'un trait sûr et gracieux. Oui, mais la ressemblance, qui est-ce? Miss Oliver, je pense. Bien sûr. Seriez-vous blessé que je vous en offre une copie? Ne serait-ce pas un réconfort d'avoir son portrait lorsque vous serez dans un pays lointain? Ou bien ce souvenir ne vous serait-il que douloureux? Il paraissait irrésolu, troublé. C'est vrai, j'aimerais la voir. Mais serait-ce sage? C'est une autre question. Depuis que j'avais réalisé que Rosamond l'aimait en retour, que son père était favorable à cette union, je souhaitais me faire l'avocat de cette cause, songeant que la fortune des Oliver lui permettrait de faire du bien, plus peut-être qu'il n'en pourrait faire en usant ses forces vives sous un soleil tropical. Forte de ma conviction, j'ajoutais: il serait plus sage encore d'emmener le modèle. Pendant ce temps, il s'était quand même assis. Je me rendais compte que mon audace ne l'avait nullement froissé. L'homme le plus stoïque et le plus réservé est humain, malgré tout, et c'est un sujet qu'il avait besoin d'aborder. Elle vous aime. Son père est pour vous plein de respect. Vous avez assez de jugement pour deux si elle en manque légèrement. Vous devriez l'épouser. Est-ce qu'elle m'aime? Certes, elle parle sans cesse de vous. Il n'y a point de sujet qui semble lui tenir autant à cœur. C'est doux à entendre. Je vous accorde un quart d'heure pour m'entretenir d'elle. Et il posa sa montre sur la table. À quoi bon continuer si vous vous préparez à accumuler les motifs qui plaideront contre ce que je vais vous dire? N'imaginez rien de si dur. Imaginez-moi plutôt en train de m'attendrir, car c'est ce que je fais. Je laisse couler la source fraîche de cet amour sur les sillons qui m'ont coûté tant de peine, tant de sacrifices à labourer. Je rêve qu'elle m'appartient et que je suis à elle, qu'elle abaisse vers moi ses beaux yeux, qu'elle me sourit de ses lèvres de corail, que cette vie présente et les joies de ce monde me comblent. Non, ne dites rien. Mon cœur vit un enchantement. Je me tus. La montre acheva de grignoter le quart d'heure prévu. Il la reprit et reposa le portrait. Pourtant, je ne peux pas céder plus longuement à la chère tentation. Son vin en est amer et fausse ses promesses. Je le regardais avec étonnement. Il est étrange qu'aimant Rosamond avec toute l'ardeur d'une première passion, je sois conscient qu'elle n'est pas la femme qu'il me faut. Je sais qu'une année de mariage suffirait à le prouver, et qu'il n'y aurait plus de place que pour les regrets. C'est étrange, en effet, ne puis-je m'empêcher de m'écrier. Tandis que je suis sensible à son charme, je me rends compte qu'elle est incapable de comprendre et de partager mes aspirations. Rosamond réduite à une vie de travail, de sacrifice, Rosamond apôtre, femme de missionnaire, c'est impossible. Mais il n'est pas nécessaire que vous entriez dans l'émission. Vous pouvez abandonner ce dessein, abdiquer ma vocation, ma grande œuvre, mon ambition d'être parmi ceux qui se sont mis au service de l'humanité pour instruire les ignorants, pour remplacer la guerre par la paix, l'esclavage par la liberté, la superstition par la religion, abandonner cela qui m'est plus cher que le sang de mes veines, le but même de mon existence. Après un long silence, j'ajoutai:
Et Miss Oliver, serez-vous indifférent à son chagrin et à sa déception? Dans moins d'un mois, elle m'aura oublié. Elle est entourée d'une cour d'amoureux et de flatteurs, et elle épousera sans doute quelqu'un qui la rendra plus heureuse que je n'aurais su le faire. Vous en parlez froidement, et pourtant ce conflit vous épuise. Non, je suis inquiet de ne pas sentir mes projets plus stables. Alors pourquoi tremblez-vous et rougissez-vous quand elle entre dans une pièce? Vous êtes pour le moins original et sans timidité. Vous avez un esprit courageux et un œil pénétrant. Pourtant vous ne comprenez pas tout à fait mes sentiments. Lorsque je me trouble, c'est l'émotion de ma chair et non celle de l'âme. Celle-ci reste ferme, comme un rocher au sein d'une mer en furie. Voyez-moi tel que je suis, un homme dur et froid. J'eus un sourire incrédule. Vous avez pris d'assaut mes confidences. Elles sont maintenant à votre disposition. Comprenez que c'est la raison et non le sentiment qui me guide. Je rends hommage à la persévérance, à l'activité, au talent, parce que ce sont là les moyens d'atteindre des buts élevés. Et si je m'intéresse à ce que vous faites, c'est parce que je vous considère comme une femme énergique, ayant de l'ordre et de l'initiative, et non à cause de ce que vous avez pu souffrir, ni de ce que vous aurez encore à souffrir. Vous vous feriez volontiers passer pour un philosophe païen. Certes pas. La religion a tout fait pour moi. Elle a transformé l'affection naturelle en sens de la philanthropie. De la simple droiture, elle a fait jaillir le sens de la justice divine. Elle a tiré le maximum du matériau qu'elle trouvait en moi et maté la nature. Mais elle n'a pu la détruire, et cela n'arrivera que lorsque le mortel que je suis aura revêtu l'immortalité. Sur ces mots, il prit son chapeau, regarda encore une fois le portrait. Elle est belle, elle est vraiment la rose du monde. Et dois-je faire un autre portrait pour vous? Non, à quoi bon? Il recouvrit le dessin de la feuille de papier de soie avec laquelle je le protégeais. Que vit-il tout à coup sur ce papier blanc? Je l'ignorais. Il le souleva vivement, puis il me jeta un long regard scrutateur. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais il se tut. « Qu'y a-t-il » demandai-je. « Rien du tout. » Pourtant, je le vis arracher un coin du papier et l'enfiler dans son gant. Puis il me salua hâtivement et disparut. À mon tour, j'examinais soigneusement ce papier, et comme je n'y découvris pas la clé du mystère, j'oubliais l'incident. Chapitre 33. La neige commençait à tomber quand Saint John partit. La tempête souffla en tourbillon toute la nuit, et le jour suivant, d'épaisses chutes rendirent la vallée quasiment impraticable. Calfeutré devant mon feu, j'oubliais les plaintes du vent pour la musique de la poésie. Et lorsque j'entendis du bruit à ma porte, je pensais que le mauvais temps seul cherchait à entrer. Quelle ne fut pas ma stupéfaction, teintée de regret, car je ne m'attendais guère à une visite ce soir, en voyant Saint John devant moi, transformé en bonhomme de neige. Qu'y a-t-il? De mauvaises nouvelles? Mais non, comme vous êtes vite anxieuse. Je vais faire des marques sur votre plancher. Il faudra me pardonner pour une fois. Puis, s'approchant du feu. J'ai eu bien de la peine à arriver jusqu'ici, je vous assure. On enfonce jusqu'aux genoux. Pourquoi êtes-vous venu, alors? Ne pus-je me retenir de lui dire. Cette question ne fait pas honneur à votre hospitalité. Mais puisque vous la posez, je vais vous dire que c'est dans la seule intention de bavarder avec vous.
J'en avais assez de mes pièces vides, du mutisme de mes livres. D'autre part, je suis depuis hier dans l'état d'esprit de l'homme auquel on a raconté la moitié d'une histoire et qui est avide d'en connaître la suite. Il s'assit et, me remémorant son étrange conduite de la veille, je me demandais s'il avait bien tous ses esprits. Il était bien plutôt l'image du recueillement que de la folie. J'attendais qu'il s'expliquât, mais il réfléchissait, le menton dans sa main. Je fus frappé de voir que sa main, amaigrie, était aussi ravagée que son visage. Je ressentis un élan de pitié, sans doute inopportun, qui me poussa à lui dire « Diana ou Marie devrait venir vivre avec vous. Vous êtes trop seule et vous négligez votre santé. » « Pas du tout. Je prends soin de moi-même lorsque c'est nécessaire. » Ai-je mauvaise mine? Il avait dit cela avec tant d'indifférence que je sentis que ma sollicitude était de trop et je me tus. Mais comme il ne faisait pas mine de rompre ce nouveau silence, je m'inquiétais de savoir si le courant d'air qui passait sous la porte le gênait. « Non, non, répondit-il avec humeur. « C'est bien, me dis-je, vous ne voulez pas parler. Je reprends ma lecture. » Je mouchai la chandelle et me replongeai dans le livre de poèmes. Il s'agita au coin du feu, je le surveillais du coin de l'œil, sortit une lettre de son portefeuille, la lut, l'y remit. Je m'impatientais et ne pus me résigner à me taire plus longtemps. « Avez-vous des nouvelles de Diana et de Marie ?»« Rien, depuis la lettre que je vous ai montrée la semaine passée. »« Y a-t-il du nouveau en ce qui concerne votre départ ? Se fera-t-il plus tôt que vous ne le pensiez ? » ?»« Hélas, non, je n'ai pas cette chance. » Puis j'essayai d'engager une conversation sur mes élèves. Il ne me répondit que par monosyllabes. La pendule sonna 8 heures, ce qui le tira enfin de sa songerie. « Laissez votre livre et venez près du feu. » Littéralement stupéfaite, j'obéis. Je vous disais tout à l'heure que j'étais impatient d'apprendre la suite d'une histoire. Tout compte fait, je crois qu'il vaut mieux que je sois le narrateur. Cette histoire vous paraîtra banale, mais peut-être qu'elle retrouvera une certaine nouveauté racontée par moi. D'ailleurs, elle est courte. Il y a de cela 20 ans, un pauvre pasteur s'éprit d'une fille de famille riche. Elle l'épousa contre le gré de tous et les siens la désavouèrent. Mais 2 ans ne s'étaient pas écoulés qu'ils dormaient tous deux côte à côte dans la tombe. Il laissait une petite fille qui fut élevée par Mrs. Reed, Old Guest Head. Qu'avez-vous? Vous sursautez. Auriez-vous entendu quelque bruit? Ce n'est qu'un rat, sans doute. Je continue. Mrs. Reed garda l'enfant pendant 10 ans. Fut-elle heureuse ou non avec sa tante? Je n'en sais rien, car on ne me l'a pas dit. Mais au bout de ce temps, l'orpheline fut envoyée à Lowood, que vous connaissez bien pour y être allée vous-même. D'élève, elle devint institutrice, tout comme vous, et elle quitta l'institution pour devenir gouvernante dans une famille. Elle se chargea alors de l'éducation de la pupille d'un certain Mr. Rochester. Mr. Rivers, je devine vos sentiments, mais laissez-moi finir. J'arrive au bout. De Mr. Rochester, je ne sais rien, sinon qu'il prétendit offrir un mariage honorable à la jeune fille, et qu'elle apprit, seulement au pied de l'autel, qu'il était déjà marié, que sa femme vivait, quoique folle. On découvrit que la gouvernante avait disparu de Thornfield la nuit même. Toutes les recherches entreprises pour la retrouver, même par la voie de la presse, restèrent vaines.
J'ai moi-même reçu une lettre d'un avoué, Mr. Briggs, me donnant les détails que je viens de vous conter. N'est-ce pas une curieuse histoire? Puisque vous savez tant de choses, vous savez sûrement ce qu'il est advenu de Mr. Rochester. Comment va-t-il? Où est-il? Que fait-il? Je ne sais absolument rien de lui, sinon sa tentative illégale. Vous feriez mieux de me demander le nom de la gouvernante, et pourquoi Mr. Briggs la demande. Personne n'est donc allé à Thornfield? Est-ce que personne ne l'a vu? Je présume que non. Mais ils lui ont écrit. Naturellement. Et qu'a-t-il dit? Qui a ces lettres? Mr. Briggs me dit que la réponse est signée Alice Fairfax. Je me sentis perdue et glacée. Ainsi ma pire crainte devait se justifier. Il avait probablement quitté l'Angleterre. Et quel devait être son tourment? Pauvre homme que j'aimais et qui fut presque mon mari. Ce devait être un triste cire, observa Mr. Rivers. Vous ne le connaissez pas. N'émettez pas d'opinion sur lui, repartis-je avec violence. Soit, dit-il tranquillement. D'ailleurs, je n'ai pas fini mon histoire. Puisque vous ne voulez pas me demander le nom de la gouvernante, c'est moi qui vais vous le dire, car je l'ai là, écrit noir sur blanc. Il tira de son portefeuille le petit papier déchiré de la veille, et à travers les couleurs dont il était taché, je lus un nom, Jane Eyre, tracé de ma propre main dans un moment d'inattention sans doute. Mr. Briggs m'écrit au sujet d'une Jane Eyre. Les journaux demandaient une Jane Eyre. Je ne connaissais qu'une Jane Elliot, bien que j'eusse des soupçons. Hier après-midi, j'ai acquis ma certitude. Le reconnaissez-vous? Oui, oui. Mais où est Mr. Briggs? Peut-être qu'il sait quelque chose concernant Mr. Rochester. Mr. Briggs est à Londres, et je ne pense pas qu'il sache quoi que ce soit, car c'est vous qui l'intéressez, et non lui. Pourquoi ne me demandez-vous pas pourquoi il vous cherche? Eh bien, pourquoi me cherche-t-il? Pour vous dire que votre oncle, Mr. Eyre, est mort à Madère, vous laissant tous ses biens, et que maintenant vous êtes riche. Moi? Riche? Oui, vous. Vous êtes une riche héritière. Un silence suivit. Mais vous devez prouver votre identité, bien entendu, ce qui n'offre aucune difficulté. Puis vous pourrez entrer en possession immédiate de votre fortune. Briggs a le testament et tous les papiers sont à Londres. Ainsi, une nouvelle page était tournée. Mais je ne pouvais pas me réjouir encore, car le mot d'héritage allait de pair avec celui de mort. Cet oncle, dont je ne savais l'existence que depuis peu de temps, j'avais nourri l'espoir de le connaître un jour. Mais l'indépendance serait une chose merveilleuse, et cette pensée me remplit enfin de joie. Ah, vous relevez quand même la tête. J'ai cru que vous étiez pétrifié. Maintenant, demandez-moi de quelle somme vous héritez. De quelle somme? Une bagatelle. Rien qui vale la peine d'en parler. 20 000 livres. Qu'est-ce que cela? 20 000 livres? Cette nouvelle me coupa le souffle. J'avais songé à quelques 5 000 livres. Saint John, que je n'avais jamais vu rire, riait à présent. Si vous aviez commis un crime et que l'on vous annonça à la pendaison, vous n'auriez pas un air plus épouvanté. C'est beaucoup. Ne croyez-vous pas qu'il y a erreur? Point d'erreur.
Vous avez mal lu les chiffres. Ce doit être 2000. Si Anna pouvait venir jusqu'ici par des chemins pareils, je vous l'enverrai pour vous tenir compagnie, tant vous avez l'air malheureuse, car je dois vous quitter. Bonne nuit. Il avait déjà la main sur la poignée de la porte lorsqu'une idée me traversa l'esprit. Un instant. Quoi donc? Comment se fait-il que Mr. Briggs se soit adressé à vous à mon sujet? Comment a-t-il pu supposer que dans ce pays isolé, vous pourriez lui faciliter ses recherches? Oh, je suis pasteur. On fait souvent appel à eux pour les affaires les plus invraisemblables. Non, ce n'est pas une explication. Tout cela est par trop étrange. Je veux en savoir davantage. Une autre fois. Non, ce soir même. Je m'adossai à la porte, il eut l'air embarrassé. Je ne vous laisserai pas partir jusqu'à ce que vous m'ayez dit la vérité. J'aimerais bien partir pour l'instant. Non, dites-moi. Je préférerais que ce soit Diana ou Marie qui vous apprennent la chose. Toutes ces tergiversations n'avaient fait qu'exciter ma curiosité. J'insistais. J'ai cru vous avoir dit que j'étais un homme dur sur lequel on n'a point prise. Et je suis une femme dure et obstinée. En plus, je suis froid. Aucune ferveur ne peut dissoudre ma glace. Mais mon feu ferait fondre une banquise. Si vous voulez que je vous pardonne toutes les flaques que vous avez faites dans ma cuisine, dites-moi ce que je veux savoir. Bon, je me rends, non à votre ardeur, mais à votre opiniâtreté. L'eau use la pierre. De toute façon, vous apprendrez les choses un jour. Autant que ce soit tout de suite. Votre nom est bien Jenner. Cela va de soi. Je suis votre homonyme. Je m'appelle Saint John R. Rivers. C'est donc ce que signifie l'initiale E que j'ai souvent remarqué? Mais alors, je comprenais sans oser poursuivre. Ma mère s'appelait R. Elle avait 2 frères, dont l'un, pasteur, épousa Jane Reed de Gateshead, et dont l'autre était John, négociant à Madère. Mr. Briggs, étant l'avoué de ce dernier, m'écrivit pour m'apprendre sa mort, et que l'héritage revenait entièrement à l'enfant orpheline du pasteur, cela en août dernier. Il écrivit à nouveau, il y a quelques semaines, pour me dire que l'héritière avait disparu, et pour me demander si nous pouvions lui donner des renseignements à son sujet. Un nom écrit sur un bout de papier m'a permis de la retrouver. Vous savez le reste. Ne partez pas. Laissez-moi un instant pour réfléchir. Votre mère était donc la sœur de mon père? Oui. Mon oncle John, votre oncle également? Oui. Ainsi, vous êtes tous les 3 mes cousins? Nous sommes du même sang? Nous sommes cousins, en effet. Je le contemplais comme si je m'étais découvert un frère que je pusse aimer, qui en était digne, et 2 sœurs auxquelles déjà je vouais une si chaleureuse affection en les croyant étrangères. C'était cela, la fortune, la richesse du cœur. La joie me transporta. Oh, je suis heureuse, comme je suis heureuse. Saint John sourit. Je vous ai bien dit que vous négligiez l'essentiel pour les futilités. Vous restez impassible quand je vous annonce que vous êtes riche, et maintenant, pour une chose sans importance, vous êtes tout ému. Sans importance? Pour vous peut-être? Vous avez 2 sœurs, qu'est-ce qu'une cousine? Mais je n'avais pas de parenté, personne, et je me découvre une famille. Je le répète, je suis heureuse. J'allais et venais dans la pièce. Les pensées se bousculaient dans mon esprit. Enfin,
Je pourrais rendre un peu du bien qu'on m'avait fait. Nous étions 4. Nous aurions 5000 livres chacun. Je ne sais quelle mine j'avais, mais Mr. Rivers me fit asseoir en m'invitant à me calmer. Écrivez dès demain à Diana et à Marie. Dites-leur de revenir tout de suite. Diana disait qu'elle se considérerait comme riche avec 1000 livres. À plus forte raison avec 5000. Je vais vous donner un verre d'eau. Il faut absolument que vous vous apaisiez. Sottise. J'ai tout mon bon sens. Feignez-vous de ne pas me comprendre? Si vous vous expliquiez plus clairement, je comprendrais peut-être. Notre oncle laisse 20 000 livres. Il a 3 nièces et un neveu. Il n'y a rien de plus à expliquer. Cela fait bel et bien 5 000 livres chacun. Et j'aimerais que vous écriviez à vos sœurs pour leur annoncer qu'elles viennent de faire un héritage. Que vous venez de faire un héritage. Je ne suis ni injuste, ni tout à fait égoïste et ingrate. Je ne changerai rien à ce que je viens de dire. Je suis résolue à avoir un foyer. J'aime Moor House. J'aime Diana et Marie. J'aimerais vivre avec elles. Mettons-nous d'accord tout de suite. Vous vous laissez entraîner par votre premier mouvement. Réfléchissez quelques jours. Si vous doutez de ma sincérité, accordez-moi que c'est alors simple justice. Il y a peut-être bien là une forme de justice, mais vous avez droit à cette fortune. Mon oncle a travaillé pour gagner cet argent. Il était libre de le laisser à qui bon lui semblait. La justice vous autorise à le garder en toute bonne conscience. Il n'est pas question de conscience, mais de sentiment. Je n'ai jamais eu de famille, et vous ne me refuserez pas d'être des vôtres. Jane, je serai votre frère. Mes sœurs seront vos sœurs, sans qu'il vous soit besoin de faire ce sacrifice. Qu'aurais-je à faire d'un frère qui partirait aux antipodes? De 2 sœurs contraintes de travailler chez les autres? Je serais riche et vous pauvres. Étrange fraternité, curieux attachement. Mais Jane, vos aspirations à un foyer se réaliseront autrement un jour. Vous vous marierez. Je ne me marierai jamais. Vous vous avancez trop. Non, je sais ce que j'éprouve, et je ne souhaite vivre qu'avec ceux avec qui j'ai des affinités. Redites-moi, voulez-vous que vous acceptez d'être mon frère? Je peux sans peine vous donner en mon cœur la place d'une 3e sœur. Vos goûts et vos habitudes ressemblent à ceux de Diana et de Marie. Quant à moi, je trouve à votre conversation un réconfort salutaire. Mais l'école, Miss Eyre, va-t-il falloir la fermer? Pas du tout. J'attendrai que vous ayez trouvé une remplaçante. Il m'approuva d'un sourire, me serra la main et partit. Point n'est besoin de raconter plus longuement les démêlés que j'eus à soutenir pour obtenir le partage équitable de mon héritage. Mes cousins se rendirent compte pourtant de la fermeté de ma décision et cédèrent, conscients peut-être du fait qu'ils auraient agi de même. Un homme de loi répartit ainsi la somme entre St. John's, Diana, Marie et moi-même.